Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Crypto, ITO et levée de fonds, le mélange détonnant de Cryptown. Marc Kepeneguian, CEO et cofondateur de Cryptown à Paris. Cryptown a pour vocation de devenir la bourse européenne des PME. On permet à des startups et des PME de faire des augmentations de capital pour renforcer leurs fonds propres. Et via un mécanisme d'émission d'actifs numériques, un marché secondaire d'actifs numériques, on permet à des investisseurs d'investir dans ces actifs, donc dans ces boîtes-là, et d'avoir accès à un marché secondaire. Suite à des études de commerce, Marc est liquidity trader chez Rothschild et compagnie, puis effectue de la recherche en asset management sur la volatilité et les risques de liquidité. Après une petite parenthèse avec un ami pour développer un soft à destination des traders, Marc se lance finalement sur le marché de la levée de fonds des startups et des PME. La rencontre avec l'un de ses cofondateurs, Arnaud, lance le début des activités de Cryptown. Cette marketplace permet aux sociétés, startups ou PME qui souhaitent lever des fonds de se mettre en relation avec des investisseurs, principalement des business angels. Deux innovations majeures pour Cryptown. Tout d'abord, ils utilisent la technologie blockchain dans le processus de levée de fonds. Et d'autre part, la startup permet aussi de traiter en secondaire les actifs. On note 3 étapes clés pour la marketplace, l'analyse du dossier, le roadshow et la levée de fonds. Marc revient de manière détaillée sur l'émission des actifs immatériels. Si vous n'avez pas tout compris dans cet épisode, je vous invite à consulter les liens dans le résumé de l'épisode qui vous permettra de clarifier tout ça. Accrochez-vous, c'est technique. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous. Bonjour Marc. Bonjour. Merci de m'accueillir aujourd'hui chez Cryptown. C'est un plaisir. Aujourd'hui, on est là pour parler de Cryptown. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous raconter quel a été ton parcours professionnel avant de créer Cryptown, s'il te plaît? Bien sûr. Donc il a été assez court parce que j'ai encore 28 ans, mais avant de lancer Cryptown, donc j'ai fait mon master à l'ESCP. Puis après ça, j'ai été liquidity trader à la banque Rothschild sur les contrats de liquidité des groupes du CAC 40, Belvin, SB 120. Avant ça, j'ai fait avec un ami développeur un soft qui permettait à des traders d'avoir accès de l'information en direct sur les marchés avec un système de mots-clés et connecté un peu au flux RSS de n'importe quel site au monde. Donc ça, on a fait ça pendant 6 mois, 1 an. On s'est rendu compte que ça marchait, mais il y avait pas... C'était une side activity ou c'était... Non, ça, on s'était lancé, mais on est toujours en préparation. On s'est rendu compte que ça fonctionnait, mais il n'y avait pas le marché. Donc on a décidé d'arrêter. C'est là direct où je me suis lancé sur Cryptown avec la rencontre d'Arnaud, donc un des autres cofondateurs, et on a lancé ça à 4. Voilà. C'était en quelle année? C'était en 2017. Ok. Est-ce que du coup tu peux nous résumer en une phrase ce que fait Cryptown? Alors, Cryptown a pour vocation de devenir la bourse européenne des PME. On permet à des startups et des PME de faire des augmentations de capital pour renforcer leurs fonds propres. Et via un mécanisme d'émission d'actifs numériques, un marché secondaire d'actifs numériques, on permet à des investisseurs d'investir dans ces actifs, donc dans ces boîtes-là, et d'avoir accès à un marché secondaire. Est-ce que tu as une idée du marché de la levée de fonds, justement, sur les PME, de ce que ça représente, en tout cas en France? Alors, sur les startups, on a une bonne idée. En France et en Europe, ça se situe à plusieurs milliards pour la France, plusieurs dizaines de milliards pour l'Europe. Pour les PME, non, on n'a pas trop de chiffres, mais c'est assez faible. Les PME, historiquement, font très peu de levée de fonds, font souvent de la dette, et c'est ça qu'on aimerait changer. C'est vrai que les PME traditionnelles aucun président ou directeur général de PME va penser à faire une augmentation de capital si elle a besoin de se financer. C'est pas dans les mœurs. Et nous, on veut changer ça. C'est une question de culture, de manque de connaissances sur le sujet. Pas spécialement, c'est d'outils. Parce que même s'ils avaient envie d'en faire une, aujourd'hui, comment ils font? Oui. C'est vrai qu'il n'y a rien pour les PME pour leur lever des fonds. Il y a les petits compartiments d'Euronext, mais finalement, il y a un peu d'opérations, et c'est des opérations assez spécifiques. Et donc, si vous avez une belle PME de 50 employés dans le sud de la France, vous allez penser à de la dette et faire de l'emprunt bancaire. Mais c'est vrai que même si vous connaissez le mécanisme de levée de fonds, vous allez parler à qui? Parce qu'il faut trouver des investisseurs. Les BH, généralement, ne sont pas intéressés par les entreprises traditionnelles. Enfin, il n'y a pas de connexion. Et nous, on aimerait faire ça, leur permettre d'avoir un outil facile, pas cher parce que c'est gratuit pour les sociétés, et complet, et qui accompagne, qui leur tient par la main en générant pour eux tous les AGE, les DUA, donc qui leur permet légalement de procéder à cette augmentation de capital, les packs d'actionnaires, et comme ça, sans s'y connaître en amont, ils vont pouvoir faire cette opération très facilement, et ça, on espère, leur donneront envie
de passer le pas pour renforcer leurs fonds propres, parce que pour nous, c'est une priorité, renforcer leurs fonds propres des PME, que ce soit en France ou en Europe. Ok, donc du coup, au départ, vous étiez focus sur les startups, puis ensuite, vous avez ouvert, on va dire, sur des sociétés plus installées, avec un plus grand track record. Pour reparler des startups, donc actuellement, comment une startup fait pour lever des fonds et comment ça se passe après pour le secondaire? Parce que moi, c'est ça ce qui m'intéresse aujourd'hui. Pour en avoir discuté à pas mal de business angels, une fois que tu as investi dans une start-up, t'es pieds et mains liés pendant 7-8 ans et si tu veux sortir d'ici 2 ans, parce que tu as besoin de cash, tu sais pas comment t'y prendre. Donc comment ça fonctionne aujourd'hui? Alors aujourd'hui, pour qu'une start-up puisse lever des fonds avec nous, elle doit passer 3 étapes. Donc on a mandaté des experts externes pour faire la validation pour nous, parce que nous on veut être un tiers de neutre, on va dire. Donc on a un premier expert qui est Estimeo, une agence de notation qui va noter les prévisions financières de la startup, son immatériel et sa valorisation. Si elle a au-dessus de 70 sur 100, elle peut passer à la seconde étape. La seconde étape qui est de remplir un white paper, qui est un document d'information où il y aura tous les éléments sur l'opération de la société. Une fois ce document rempli, on a un template, donc il suffit de remplir. Il y a des gens dans notre équipe. Tu remplis en ligne actuellement? Tu remplis en ligne. Une fois que ce document est rempli et finalisé, on va le soumettre à un commissaire aux comptes et un cabinet d'avocats. Le commissaire aux comptes va vérifier que l'intégralité des éléments dans ce document sont exacts, sont vrais, qu'il n'y a pas d'omission, il n'y a pas d'exagération. C'est la due deal en fait. C'est la due deal. Et le cabinet d'avocats va vérifier à son maximum qu'il n'y ait pas de vice caché. Donc c'est toujours compliqué pour une startup, mais en tout cas va regarder tout le passé juridique de la société. Et si les 3 validateurs, donc agence de notation, Estimeo, cabinet d'avocats et commissaire aux comptes, ont validé, la startup est acceptée chez nous. Et là, on passe dans une préparation de la levée, donc que ce soit contractuel avec l'AGE qui permet à la société de faire cette opération, le pacte d'actionnaires. Donc on a ce contrat, cet AGE et ce pacte qui va être fait en amont. On a un rétro-planning qui prépare le roadshow pendant la levée. Et on a la préparation du one pager. Et après, on peut lancer l'opération sur le site. Donc, sur le site, Je vais juste t'interrompre sur la partie évaluation de la startup. Toute la partie du business model, tout le business plan et le fait que le business soit pérenne et soit quelque chose de solide, ça, c'est estimé par qui? C'est par vous ou par l'expert? Non, nous, on n'estime jamais rien. Mais donc, une fois l'opération commencée, vous allez avoir accès à ce white paper, ce document qu'a rempli la société qui fait entre 30 et 60 pages, et avec en annexe les validations de l'agence de notation, commissaire aux comptes et cabinet d'avocat. Donc, l'agence de notation va regarder les prévisions, va regarder la valorisation et la valeur en fait de l'immatériel, et le commissaire aux comptes va vérifier tous les chiffres passés que vous avez dans ce document. Donc vous allez avoir une pré-analyse de ces 2 experts-là, mais c'est à vous de faire votre constat si vous voulez investir ou non. Nous, on n'est pas là pour vous dire que tous les projets sur Krypton faut investir, pas du tout. On est là pour vous présenter des projets avec un document où vous pouvez faire confiance aux éléments de ce document, qui a eu une pré-validation par cette agence de notation. Après, libre à vous de vérifier, on va dire, si ça vous tente ou pas. Par contre, vous pourrez partir du principe que les chiffres que vous allez lire sont exacts puisqu'ils ont été vérifiés. Ok, et le processus prend combien de temps? Donc, la startup va t'envoyer son dossier, va remplir ses différentes étapes. Combien de temps il se passe entre le moment où elle va être mise en contact avec Cryptown et le moment où vous avez commencé le roadshow? Alors, avant, j'aurais dit 3 mois. Mais maintenant, avec le Covid, on s'est accéléré, on s'est encore plus digitalisé, même si on était déjà, mais on allait vraiment loin avec une génération de DUA, donc c'est les AGE, cette décision unanime des actionnaires qui permettent à une société de autoriser une augmentation de capital. On a fait ça en ligne qui permet de programmer, de générer automatiquement les DUA pour la société de générer les signatures électroniques. Pareil pour le pacte. Donc ça prenait du temps. La notation de l'agence de notation. Le pacte d'actionnaires. Le pacte d'actionnaires. La notation de l'agence de notation se fait aussi en ligne. Donc, à vrai dire, tout peut aller très très vite. Ça dépend surtout de la société, parce que nous, tout est en ligne, donc tout est instantané, on va dire, de notre côté. Ce qui va prendre du temps, une fois tout ça terminé, le white paper rempli, ça va être de transmettre au commissaire aux comptes, au cabinet d'avocat, tous les documents sur la société, que ce soit tous les AGO, AGE passés, les liasses fiscales, l'intégralité des documents URSSAF,
au commissaire aux comptes et au cabinet d'avocats pour qu'ils fassent leur due deal. Mais si tout est prêt et que la startup est motivée et fait tout en ligne, ça peut durer une semaine. Mais ça, c'est vraiment le minimum et c'est vraiment C'est le best case. Best case scénario. Ça a duré au minimum 2 semaines et demie, 3 semaines. Après, généralement, les boîtes sont pas non plus extrêmement pressées. Si elles sont pressées, on va aussi vite qu'elles. Elles comprennent vite que c'est elles qui ont la main et qu'on peut aller aussi vite qu'elles souhaitent. Après, généralement, voilà, ça peut durer entre 2 semaines et 1 mois maintenant. Ce qui va prendre un peu plus de temps, ça va être le rétro-planning. C'est très important de bien préparer le roadshow avec notre directrice marketing Nolwenn et ses équipes. Et ça, on peut prendre notre temps parce qu'il ne faut pas le bâcler. Et donc là, c'est de la préparation marketing, de la préparation de communication, de la préparation d'un peu tout ce qui va se passer pendant cette phase cette opération sur Krypton. Et ça, on le prépare, on prend notre temps en amont parce que ce temps utilisé là, c'est du temps quand même gagné en double après. J'imagine. Et quelle est la typologie de start-up qui vous sollicite actuellement ? Alors, normalement, un peu de tout. Actuellement, il y a beaucoup de startups qui ont été impactées par la crise du Covid et qui ont eu leur levée décalée parce que beaucoup de business angels se sont rétractés pour se concentrer sur leur opération vous avez déjà investi. Donc, on a beaucoup de startups en fait, qui étaient en train de préparer un tour ou qui avaient des LOI qui sont tombés à l'eau. C'est quoi les LOI ? Des Letter of Interest. Intention. Et donc, elles nous contactent pour essayer d'aller vite, pour leur permettre soit de trouver un moyen de bridger cette levée avec un petit montant pour leur permettre de tenir la trésor dans le cadre d'un collectif qu'on a monté et qui permet de financer la trésorerie des boîtes impactées, soit dans le cadre de faire leur levée traditionnelle avec nous. Ok, donc elles sont évaluées par vos différents experts, elles sont validées chez vous, et après tu as un roadshow qui est organisé par vous pour aller voir des investisseurs. Alors c'est un roadshow digital, oui. Tout se passe en ligne, donc une fois l'opération commencée, vous allez avoir sur notre site la page de la startup. Vous allez pouvoir voir tous les éléments, une vidéo, le document dont je vous ai parlé, et vous allez pouvoir investir en 3 clics via notre système. Donc, vous allez d'abord devoir vous inscrire sur Krypton. On va vous créer à la fois un compte IBANisé à votre nom chez notre partenaire Afon, donc un compte en euros. On reviendra là-dessus. Et on va vous créer aussi un wallet sur notre blockchain qui va permettre de stocker ces actifs numériques. Et si vous décidez d'investir dans l'opération, vous allez investir, en fait, vous allez acheter des actifs numériques qui vont être liés au nom de la startup. Et une fois l'opération terminée, donc le montant reçu, la société, en fait, les actifs numériques ont été vendus par une société holding qui est l'émetteur d'actifs numériques. Et cette société va rentrer au capital de la startup, va émettre les actifs numériques que vous avez achetés et va lier la valeur des parts qu'elle possède en actifs aux actifs numériques que vous possédez. Attends, on va faire slow down, on va ralentir. On va juste reprendre tout ce que tu viens de dire et on va essayer de le décrypter parce que c'est pas très clair. Pour moi, je voulais juste terminer la boucle et après on va refaire un focus sur la partie numérique. Le roadshow donc se fait en ligne et vous sollicitez les investisseurs par email ou qui sont inscrits sur la plateforme. Comment c'est ça. connecter à la plateforme. Que ce soit les personnes déjà inscrites sur la plateforme ou la communauté de la startup, où on organise aussi des conférences, des meetings, maintenant beaucoup en visio, oui. pour parler à la fois de Krypton, des opérations en cours. Ok. Et voilà. Et après, directement avec des one-to-one également avec les fondateurs des startups que bien sûr. Vous accompagnez. Et on est aussi en contact avec la plupart des réseaux de business angels français, donc on leur présente les opérations. D'accord, ok. Le flux est très clair pour moi. Ouh là là, je vous sens un tout petit peu perdu sur cette partie-là. Je vais juste récapituler. Le white paper est rempli par la société qui le fait valider le tout en ligne par un avocat, un commissaire aux comptes et une agence de notation qui valide d'une part la santé financière, puis le business plan, la valorisation et enfin la cohérence de la levée de fonds. Une fois que ça c'est fait, Krypton prépare consciencieusement la levée d'un point de vue plus pratique et procède ensuite au lancement de la phase de roadshow.
Le flux est très clair pour moi. Avant peut-être de retourner sur la partie technique, est-ce que tu pourrais peut-être nous faire un petit récap pour les néophytes comme moi qui connaissent pas grand-chose à la blockchain, à tout ce qui est ICO, etc. Et pour nous donner un petit peu le schéma général de l'environnement réglementaire sur lequel vous travaillez. Alors, c'est deux questions. Il y a une question technique et une question réglementaire. Tout à fait. Techniquement, en fait, la blockchain nous permet d'avoir de l'unicité dans l'immatériel. On émet des actifs numériques et jusqu'à aujourd'hui, enfin avant l'arrivée de la blockchain, quand on émettait des actifs ou n'importe quoi en ligne, en fait, on pouvait le copier-coller, donc il n'y avait pas de valeur. C'était compliqué de lier de la valeur à quelque chose d'immatériel puisque on pouvait copier n'importe quel fichier et pouvoir quand vous l'envoyez, en fait, quand vous envoyez un mail, vous le gardez l'email aussi, vous envoyez une copie. Et en fait, la blockchain et les actifs numériques, la manière dont on l'utilise permet d'apporter de l'unicité. Quand vous envoyez un actif numérique, vous le perdez. Automatiquement, c'est impossible de le copier et le coller. Donc, en fait, vous pouvez lier de la valeur à cet actif puisque il en possède un nombre limité. Il ne pourra jamais en posséder plus. En tout cas, si vous n'avez pas programmé ça dans ce smart contract, donc le contrat qui permet de les émettre. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'on utilise la blockchain et c'est tout pour nous. L'intérêt, c'est de donner de l'unicité en fait dans l'immatériel. Ok. Donc, vous utilisez la technologie blockchain. Quand vous faites des augmentations de capital, moi, j'avais en tête, on en a parlé en préparation du meeting, que tu faisais des Initial Coin Offering, des ICO. C'est ça ce que vous faites ? Nous, on ne fait pas d'augmentation de capital, c'est vraiment la société qui nous sollicite. Nous, donc, avec la société intermédiaire qui s'appelle Volt, elle va faire une émission d'actifs numériques. Donc, ça peut être considéré comme une ICO. Nous, on appelle ça ITO parce qu'on est, on va dire, une sous-catégorie, puisque nous, les levées se font en euros uniquement. Les actifs numériques vont être liés à la valeur des parts de la société. Souvent, dans les ICO, ça peut être lié à plein d'autres choses. Et c'est dilutif pour la boîte. Donc, une ICO, normalement, n'est pas tout le temps dilutif pour la société. Donc, nous, c'est pas dilutif pour l'émetteur, c'est dilutif pour la boîte qui fait l'opération. D'accord. Avec l'émetteur. Donc l'émetteur émet ses actifs numériques et va souscrire au capital de la société ou de la startup ou de la PME. D'accord. Et vous utilisez un prestat qui s'appelle Volt, c'est ce que tu disais ? C'est ça, qui est émetteur d'actifs numériques et qui, vu son nom, c'est un peu un coffre-fort qui permet de posséder dans son actif les participations des opérations qui ont été effectuées sur Krypton, donc les parts des sociétés, en passif les actifs numériques qu'elle a émises sur le marché secondaire, enfin primaire puis secondaire Krypton, et qui fait le lien entre les actifs numériques et la valeur des parts qu'elle possède. D'accord, ok. Donc ça, c'est le cadre technique. Et au niveau réglementaire ? Alors, réglementaire, nous, on rentre dans ce nouveau chapitre du Code monétaire et financier qui est émission et échange d'actifs numériques, qui a été créé suite à la loi Pacte, à 2 articles de la loi Pacte. Donc nous, on vient de déposer notre dossier d'enregistrement et d'agrément à PSAN, qui est prestataire de services sur actifs numériques. Et l'enregistrement est obligatoire, ce qui nous permet d'opérer. C'est auprès de quel régulateur ? Alors, on dépose auprès de l'AMF, mais c'est un dossier qui est regardé par l'AMF et la CPR, qui sont en France, parce que peut-être qu'il y a des luxembourgeois qui nous écoutent, c'est l'autorité des marchés financiers française, et la CPR, c'est le régulateur bancaire. Ok, d'accord. Donc vous avez ce dossier d'agrément qui vous permet en fait d'être prestataire et d'opérer. L'enregistrement permet d'opérer, il est obligatoire, et on a jusqu'à décembre de cette année pour l'obtenir, puisque c'est une nouvelle réglementation, donc on a 1 an de battement. Donc ça, c'est un dossier qu'on a déposé. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, il n'y a que 2 sociétés qui ont obtenu l'enregistrement, pour le moment, parce que c'est très récent. Après, l'agrément est optionnel et beaucoup plus lourd que l'enregistrement et a vocation de montrer, on va dire, le sérieux des sociétés. Et c'est l'agrément PSAN que nous, on demande aussi. Pour le moment, personne n'a obtenu cet agrément en France. Et nous, on le demande pour montrer on va dire, à nos partenaires, que ce soit institutions financières ou business angel ou investisseurs, qu'on fait les choses bien et que ça permet en fait de montrer un peu notre sérieux. Et excuse-moi, je fais une petite parenthèse. L'agrément comporte quoi comme type d'information ? C'est vraiment une sorte de PSI adapté aux actifs numériques. PSI ? Prestataire de services d'investissement. D'accord. Donc c'est un agrément. Nous, notre dossier il fait plus d'une centaine de pages, peut-être 150, je ne sais plus exactement. Va y avoir tout sur notre infrastructure technique. Déjà, en fait, l'agrément, il y a 5 cases selon les activités que vous faites, puisque vous êtes pas, l'agrément ne demande pas la même chose si vous êtes, je sais pas, passeur d'ordre sur actifs numériques ou exchange ou conservateur d'actifs numériques, qui est le fait de conserver pour le compte de tiers
que ce soit des crypto-monnaies ou des actifs numériques. Donc ça qui demande quand même une sécurité en interne assez forte parce que vous conservez pour le compte des clients leurs biens. Et donc voilà, ça dépend de ce que vous faites et ça va que ça soit les deux grandes parties de l'agrément, ça va être à la fois la robustesse technique et la sécurité de votre société, et deux, la procédure LCBFT, donc anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme, et le fait que vous soyez en conformité avec la 5e directive de lutte anti-blanchiment d'argent et les règles des GAFI sur la traçabilité en fait. On sent que le dossier a été bien travaillé là. Bien travaillé même en amont. Ouais, mais en fait, nous, de toute manière, c'était une obligation pour nous, agrément ou pas, de faire une plateforme saine, donc d'avoir une lutte anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme et manipulation de cours et conflit d'intérêts. Donc c'est lourd pour une start-up, mais c'est des prérequis obligés en fait. Bien sûr. C'est de l'autorégulation, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu cet agrément, on l'aurait fait quand même, parce qu'on ne peut pas faire confiance à une plateforme comme Krypton si on ne sait pas ce qu'ils font derrière. Donc non, nous on se mettait des règles fortes parce que les investisseurs demandent. Et c'est ça l'autorégulation. Et donc nous, cet agrément, il tombe à pic parce que quand on le faisait nous-mêmes, en fait, c'est de la confiance. Si on a cet agrément, les gens vont voir qu'il y a eu une vérification et que t'as un on est sérieux. C'est ça, et c'est tout l'intérêt. Ouais. C'est tout l'intérêt. Tout à fait. Ok, merci pour ces éclaircissements. Alors maintenant... Aïe, ça vous fait mal aux oreilles, le réglementaire. Je vous ai trouvé une petite note du cabinet Francis Lefebvre sur les prestataires de services sur actifs numériques qui va vous expliquer tout ça en détail. Je posterai ce lien dans le résumé de l'épisode. Des éclaircissements. Alors maintenant, si on revient sur ce que tu disais il y a quelques minutes, justement sur le processus, au moment où ta start-up ou ta PME a validé toute sa documentation et que tu procèdes au roadshow, comment ça va se passer techniquement pour justement lever du capital, première chose, et ensuite pour aller en secondaire, éventuellement céder ses parts à un autre investisseur? Alors, déjà, c'est pas de leur part, c'est des actifs numériques, nous, sur Krypton. Si vous êtes intéressé par la société, que ce soit une startup ou une PME, vous allez vous inscrire sur Krypton, sur notre site. Au moment de l'inscription, on va vous ouvrir un compte donc, sur notre plateforme Krypton, avec un login et un mot de passe. On va vous créer et connecter à ce compte-là un wallet sur notre blockchain qui va permettre de stocker vos actifs numériques. Et on va vous ouvrir un compte bancaire IBANisé gratuit à votre nom dans notre partenaire Afon. Donc ça, c'est un établissement bancaire? C'est un PSP en France. Payment Service Provider? D'accord. Et donc, vous allez avoir ces comptes connectés à votre compte Krypton avec, via votre interface, en fait, la possibilité de à la fois voir ce que vous possédez dans ce wallet en termes d'actifs numériques et ce que vous avez dans ce compte en euros. Et si vous décidez de créditer votre compte en euros, vous allez pouvoir le faire soit par carte, soit par virement bancaire. Si vous le faites par virement bancaire, ce qu'on préconise, c'est un virement à vous-même. Donc, vous allez pouvoir voir votre RIB et vous faire un virement SEPA à vous-même. Donc, du compte courant, de ton compte courant, je ne sais pas, chez BNP. C'est ça. Auprès du PSP, sur ton donc wallet. On vous génère votre RIB. Krypton. Vous allez avoir votre RIB, votre nom, et vous faites un virement à vous-même avec ce RIB-là. Au bout de 48 heures, votre solde sera mis à jour. Et selon le montant que vous allez créditer, vous allez avoir un KYC différent, puisque comme je vous l'ai dit, il y a une procédure LCBFT, donc qui va d'une simple ID, si vous investissez peu, à 2 cartes d'identité, un justificatif de domicile et un justificatif de provenance des fonds, si vous mettez de plus de 10 000 euros, et un KYC particulier pour le cas des personnes morales. Okay. Une fois que vous avez fait ça et votre compte est validé, vous allez pouvoir investir. Donc là, vous allez sur la page de la société qui vous intéresse et vous avez un petit module à droite qui vous permet en 3 clics de mettre le montant, de voir en termes d'actifs numériques combien vous allez en recevoir et de cliquer. Une fois que c'est cliqué, en fait, ça va aller dans la cagnotte de cette société et cette cagnotte va augmenter. Et il y a un minimum, en fait, qu'on appelle soft cap, qui est le minimum que souhaite recevoir la société, et le maximum qui est au-dessus de ça, elle souhaite pas plus d'argent. Si le montant est en dessous du minimum au moment de la fin de l'opération, vous allez être automatiquement remboursé. Donc votre solde sur Krypton va être automatiquement recrédité. Vous allez pouvoir vous faire un virement SEPA sortant ou pouvoir le laisser là si vous le souhaitez. Si le montant est entre soft et le hard cap, l'opération va se terminer. Vous allez être débité donc votre montant en euros. Vous allez recevoir les actifs numériques. Cette société Volt intermédiaire va recevoir, on va dire, ce montant d'argent qui pour elle est
une émission d'actifs numériques, donc du CA constaté d'avance. Avec cet argent-là, Volt va souscrire au capital de la société en question, avec l'intégralité de la somme reçue. Volt va signer ce pacte d'actionnaires avec la société qui permettent de régir, on va dire, leur fonctionnement futur. Électronique, j'imagine. De manière électronique, Okay. et de leur fonctionnement futur et de permettre en fait au lien d'opérer. Donc Volt va posséder les actions de la société à son actif, va avoir émis les actifs numériques et va lier la valeur de ces actions qu'elle possède aux actifs numériques qu'elle a émis. Donc vous êtes sur la plateforme, vous allez recevoir instantanément vos actifs numériques, donc les actifs de la société, enfin au nom de la société, et le marché secondaire va ouvrir instantanément. Donc vous tombez sur une page un peu différente du marché primaire, parce que le marché primaire c'était une page vous voyez le one pager, vous voyez les éléments et vous pouvez investir au nom, et le prix du token est fixe, l'actif numérique est fixe. Sur le marché secondaire, vous avez accès à une page avec un carnet d'ordres, donc vous pouvez passer des ordres de vente ou des ordres d'achat en euros, et le prix est variable, c'est vous-même qui fixez votre prix où vous souhaitez vendre ou en racheter, et s'il y a une contrepartie en face, la transaction est immédiatement débouclée, et c'est comme ça que ça fonctionne. On a aujourd'hui un market maker qui est connecté via API à notre plateforme, qui permet de fournir de la liquidité au small et medium order. Donc, pouvoir trouver... C'est quoi les small et medium orders? C'est juste quand vous passez un ordre de vente ou un ordre d'achat, si il est de taille, on va dire, petite ou intermédiaire, il va se positionner en contrepartie. On parle de combien de la C'est taille jusqu'à quelques centaines, voire un peu moins d'1 millier d'euros. Donc, il va travailler, en fait, l'ordre, c'est ça? C'est ça, il va se positionner en face et après va liquider l'ordre sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc, pour permettre d'avoir de la liquidité, c'est un market maker qui a en fait, on lui demande de faire en sorte qu'il y ait un spread, donc une différence entre le ask et le bid d'à peu près 2%. Ok. Donc voilà. Et si vous passez un ordre plus important, donc 20 000 euros comme il y en a eu sur la plateforme, vous devez attendre contrepartie. Et une fois qu'il y a un autre investisseur qui souhaite se passer, donc si vous avez passé un ordre d'achat pour 20 000 euros, disons que ça représente dans cet exemple-là 2000 actifs numériques, vous allez devoir attendre qu'une personne ou plusieurs vendent à ce prix-là, et l'ordre sera automatiquement débouclé, soit instantanément, soit petit à petit. Le règlement de livraison a lieu instantanément, que ce soit le côté euro ou le côté actif numérique. Donc ça, c'est aussi l'avantage de ce qu'on fait, parce que normalement, le règlement de livraison sur ce qui peut ressembler donc les marchés boursiers traditionnels, ça met 3 jours, avec le passage par une firme de compensation. Nous, c'est instantané. Et donc, vous recevez votre argent que vous pouvez retirer instantanément. Donc, c'est tout l'intérêt de Triton, c'est d'avoir, en fait, une fois le marché primaire terminé, une place de marché, vous pouvez passer des ordres de vente, des ordres d'achat et toucher instantanément vos euros, vos actifs numériques, ou attendre, si vous le souhaitez, en fait, d'être libre. Finalement, si vous décidez d'être, comme la plupart des business angels, quand vous investissez dans une société, vous êtes généralement bloqué 6 à 7 ans en moyenne. Et il y en a qui l'acceptent, il y en a qui ne l'acceptent pas. Bon, c'est un débat. Mais si vous l'acceptez, en passant par Cloudon, vous pouvez juste attendre. C'est juste que si vous êtes un business angel et au bout de 2 ans, vous êtes complètement... vous avez mis toutes vos liquidités dans cette société, il y a une super société qui vous intéresse et vous n'avez plus de liquidités disponibles pour investir, et que même si votre femme est gentille, vendre le bien immobilier, c'est pas la meilleure solution. Vous pouvez passer un ordre de vente, récupérer de l'argent et pouvoir procéder à un arbitrage en fait, et investir à nouveau. Donc c'est tout l'intérêt en fait d'un marché liquide, c'est favoriser l'investissement. Et pour nous, en fait, c'est un blocage qui est structurel, et c'est quelque chose qu'on espère que les gens vont comprendre. Mais c'est vrai que on a toujours vu comme les marchés financiers comme quelque chose de complexe, un peu effrayant, etc. Mais en fait non, c'est essentiel, c'est juste fournir de la liquidité, et c'est toujours mieux de pouvoir vendre ou d'acheter facilement que de ne pas pouvoir vendre ou acheter facilement. Enfin, c'est quand même un constat assez simple. C'est pas une bonne chose de bloquer 7 ans. Non, et nous, ce qu'on veut faire, c'est juste faire en sorte que vous n'allez pas être bloqué 7 ans. Et donc, il faut des règles, parce que c'est bien sûr qu'il peut y avoir des abus, des manipulations de cours, des conflits d'intérêts, etc. Donc, nous, on met des règles en place. Mais en fait, c'est toujours bénéfique. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais que les gens comprennent. Mais avoir un marché secondaire, pour nous, est toujours bénéfique. C'est toujours mieux d'avoir de la liquidité. Si je donnais un exemple à des personnes qui souhaitaient comprendre ce que c'était la liquidité, donc je donnais un exemple à des étudiants, c'était si vous souhaitez vendre votre téléphone, vous avez un iPhone,
vous le mettez en vente à 500 € sur Le Bon Coin, qui est le site des petites annonces français. En fait, vous allez trouver un acheteur, et si l'acheteur en fait s'est mis sur une autre plateforme, vous n'allez pas. En fait, il y a un acheteur en France qui souhaite votre iPhone, mais il est sur l'autre plateforme. En fait, et c'est des petites annonces, c'est pas normé, et donc vous n'allez pas le trouver, et quelqu'un va vous proposer 300 € parce qu'il n'est pas tellement intéressé, et vu que vous avez personne intéressé, vous allez vendre 300 €. Pourtant, il vaut 500. Et en fait, un marché liquide, c'est un marché où globalisé, vous pouvez passer des ordres et votre produit est normé, et en fait vous allez pouvoir immédiatement voir tous les prix d'intérêt de tout le monde. Et si votre téléphone coûte 500 € et qu'il y a quelqu'un à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde plus tard qui souhaite l'acheter à ce prix-là, vous allez trouver liquidité, et lui il va être content. Vous aussi, c'est plus transparent, et ça permet de faire matcher l'offre et la demande. Et le problème, c'est quand il n'y a pas de liquidité, quand il n'y a pas de marché secondaire, il peut y avoir une demande, une offre sur 2 plateformes différentes, sur 2 endroits différents, ou qui ne se rencontrent jamais. Pourtant, il devrait y avoir une transaction. Et c'est ça, la liquidité, c'est juste de permettre des transactions qui auraient dû être là, enfin opérer, d'opérer. Voilà, ça va pas plus loin que ça. C'est permettre à des gens qui souhaitent acheter, des souhaitent vendre, en fait, de se retrouver et de pouvoir facilement faire ça sans la complexité qui va avec. Enfin, déjà en se trouvant, et de 2, après, sans cette complexité qui est assez lourde de session et de fait de faire le règlement de livraison à la mano et qui met un peu de temps. Ok, écoute, c'est très clair. Merci beaucoup pour tous ces détails. Alors, ce qui m'intéressait, parce qu'on arrive tout doucement vers la fin de cet épisode, c'est que avant de conclure, tu nous expliques quand même comment tu génères de l'attraction sur ta société. Comment tu fais venir les personnes. Est-ce que tu as des partenariats avec d'autres établissements ? Alors, c'est le plus complexe. Donc, l'attraction, nous, on est une plateforme, donc une marketplace. Finalement, une bourse, c'est une marketplace. Il y a 2 côtés. Vous avez 2 typologies de clients. C'est à la fois les startups et les PME, et à la fois les investisseurs. Et donc, il faut chercher les deux, puisque si y a un déséquilibre, en fait, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut avoir un bon équilibre. C'est là toutes les difficultés. Il ne faut pas avoir trop de sociétés qui souhaitent lever, il ne faut pas avoir trop d'investisseurs et pas assez de sociétés. Donc pour les sociétés, vu notre modèle très innovant et qui est complètement gratuit, en fait on a de l'inbound qui se génère, on va dire, par lui-même, et c'est assez simple. On a plus de 150 dossiers dans notre pipe et ça se remplit assez vite. Donc notre difficulté elle va être sur trouver les investisseurs. Et au-dessus de les trouver, c'est de leur expliquer comment on fonctionne, parce que comme vous l'avez pu voir, c'est assez innovant, c'est assez nouveau, et donc ça demande de la pédagogie généralement pour qu'ils puissent passer le cap, puisqu'un investisseur, c'est son argent, il veut tout comprendre avant d'investir, et c'est normal. Donc on va dire que l'attraction de ce niveau-là, elle va d'abord passer par de la pédagogie, puis après, elle va passer par de la presse. On a eu pas mal de couverture presse, et après on fait... Comme je t'ai dit, on connaît bien les réseaux de business angel en France, parce que c'est évidemment les investisseurs les plus amènes à passer le pas et qui comprennent le mieux la difficulté de ne pas avoir de liquidité. Donc on leur présente à la fois notre activité pour qu'ils comprennent bien, et une fois notre activité présentée, parce que finalement ils ont beau adorer Clayton, ils vont pas investir juste parce qu'ils aiment Clayton. On est une bourse, on a une plateforme, donc c'est les sociétés, les actifs numériques dessus qui les intéressent. Donc une fois que ça c'est compris, on leur donne les dossiers des sociétés qui vont faire des opérations, et on leur présente les dossiers. Et après il y a toute l'attraction liée à la communauté existante de la boîte. Souvent, ils la négligent, mais vous avez parfois des clients, des fournisseurs, des amis, des partenaires, etc. Et eux sont à même à participer. Puisqu'il n'y a pas de minimum, vous pouvez investir dès 1 €, et il n'y a pas non plus de maximum. Donc, en fait, c'est assez libre et c'est assez simple de pouvoir mobiliser, on va dire, tout votre entourage. Et c'est aussi toute l'idée du roadshow dont je parlais précédemment, c'est de préparer en fait la communauté de la boîte, parce que de la communauté de la boîte, on peut en sortir beaucoup de choses généralement. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors, les prochaines étapes pour Cryptown, est-ce que tu peux nous donner un aperçu de la stratégie que tu as en tête, aller à 3-4 ans ? Alors, nous, notre objectif, c'est, comme je t'ai dit au début, c'est de devenir la bourse européenne des PME. C'est un objectif ambitieux, mais ça se mettra beaucoup de temps, sûrement plus que 3-4 ans. Donc, sur les, on va dire, 2-3 prochaines années, l'objectif de Cryptown, ça va être d'avoir le plus de sociétés listées, en fait, d'actifs numériques listés sur notre marché secondaire pour atteindre une taille critique. Donc, quand je dis le plus, c'est entre 50 et 100. Une fois qu'on aura ça, on va mettre en œuvre tout pour favoriser la liquidité. Donc, aujourd'hui, comme on a encore peu d'actifs numériques cotés sur notre plateforme, avoir de la liquidité, c'est pas encore le sujet principal. Donc, une fois qu'on aura
une cinquantaine, centaine d'opérations effectuées, on va faire en sorte d'avoir de la liquidité et favoriser en fait les échanges et maximiser les flottants de toutes ces opérations. Et après, l'ouvrir aux PME, que ce soit en France dans un premier temps, puis en Europe, et créer une place en fait où ça sera très simple. Moi, mon ambition à long terme, c'est que n'importe quelle PME qui souhaite se financer, elle va faire une opération sur Krypton parce que c'est très simple, elle va renforcer ses fonds propres et elle va faire un levier bancaire parce qu'une fois que vous avez renforcé vos fonds propres, vous avez baissé mécaniquement votre taux d'endettement, votre dossier pour aller taper à la porte d'une banque qui s'est largement amélioré si vous avez renforcé vos fonds propres et donc vous allez pouvoir faire un levier bancaire beaucoup plus intéressant que sans et c'est un peu tout le principe, c'est de créer pour nous, il y a une brique qui manque et on souhaite que Krypton soit une réponse à cette brique manquante qui permet aux PME de se financer mieux, plus rapidement et plus sainement puisque c'est entre financement dette et fonds propres, c'est un bon équilibre. Parce qu'on fait que de la dette, il y a un déséquilibre. Ouais. Et j'imagine qu'il y aura quand même pas mal d'éducation à faire justement pour... parce qu'on en parlait tout à l'heure, avant qu'on enregistre. C'est vrai que les PME n'ont pas ce réflexe premier d'aller lever du capital. On part tout de suite assez vite sur de l'endettement. Donc j'imagine qu'il y a aussi une stratégie d'éducation de votre côté. En fait, c'est même au-dessus de l'éducation, c'est qu'elles n'ont pas le réflexe d'aller lever du capital. C'est parce qu'elles ne peuvent pas l'avoir, parce qu'il n'y a rien en face. En fait. Même si elles ont ce réflexe, personne ne peut leur apporter ça aujourd'hui. En tout cas, en France, personne. Donc, ça aurait été un réflexe un peu inutile parce qu'elle voudrait faire une augmentation de capital. Vous êtes une PME, une super PME dans la Creuse, mais vous faites rien. Donc, vous allez parler à votre conseiller bancaire. Et c'est dommage. Nous, on souhaite que cette super PME puisse en ligne comprendre ce que ça veut dire et qu'on puisse l'aider et qu'on puisse la tenir par la main. C'est-à-dire, surtout le côté juridique, elle n'a pas l'habitude, nous, gratuitement, on lui fournit ses documents, donc elle puisse se sentir à l'aise et accompagnée et de pouvoir faire cette opération qui est aujourd'hui pas possible. C'est tout simplement pas possible pour ce genre de PME de faire des augmentations de capital. Et c'est dommage. Et donc, nous, c'est ce qu'on souhaite changer, c'est leur permettre de le faire. Ok, parfait. Alors avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais une recommandation, je demande ça à tous mes invités, une recommandation d'un bouquin ou d'un film ou d'un podcast sur l'innovation, la finance, hormis FinScale bien sûr, qui t'inspirerait, qui t'aurait inspiré récemment, que tu puisses nous donner? Alors là, je pense à pas grand-chose. Par contre, ma recommandation, c'est tout ce qui est les sujets qu'on a évoqués, blockchain, même si on les a passés très vite. Le mieux, c'est regarder en ligne. Vous faites vos propres recherches, que ce soit en anglais ou en français, et vous allez ce qui est compliqué, c'est que vous allez trouver de tout. Donc, il faut avoir un œil critique sur les éléments et retrancher un peu toute l'information. Essayer de vous former à ça. Et c'est une technologie qui est assez effrayante pour certains, mais derrière tous les cas d'usage que vous pouvez entendre parler dans les médias, que ce soit les crypto-monnaies, etc., c'est une vraie technologie qui permet, comme je t'ai dit, d'apporter de l'unicité dans les matériels, une certification. Et donc, essayez de vous renseigner par vous-même avec votre œil critique sur ce qu'elle peut apporter en pesant le pour et le contre. Et je pense que c'est une technologie d'avenir qui va être utilisée différemment et qu'on va voir un peu partout, mais différemment de ce qu'on voit aujourd'hui. Donc peut-être renseignez-vous sur ce côté-là. Je ne conseillerais pas d'ouvrage en particulier parce que... Ou la chaîne YouTube de Owen Simona. Moi, je la suis. Si, pourquoi pas, vous trouvez, c'est ça, Asher, il avait fait une vidéo à notre lancement sur Krypton. Ah, excellent, je vais la mettre dans le résumé de l'épisode. C'est ça, alors je vous conseille cette vidéo, que ce soit sur nous ou de suivre Asher vous pouvez regarder toutes ces analyses et ces vidéos et aussi essayer de regarder, si vous avez un peu plus de temps, les recherches académiques, parce qu'il y a beaucoup de recherches sur la blockchain par des institutions très sérieuses et c'est une technologie... Mais c'est, franchement, moi je trouve complexe, même si tu es un petit peu technique, ce qui n'est pas mon cas, ça reste quand même assez, assez hard à comprendre. C'est complexe parce que et c'est très bien, mais que les gens veulent tout comprendre. Mais Internet, le fonctionnement d'Internet, des mails, c'est extrêmement complexe. Oui. Et les gens ne cherchent pas à comprendre. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment tout fonctionne pour pouvoir l'utiliser. Et donc, il faut juste essayer de comprendre le principe, l'intérêt pour vous. Et après, ça suffira. Si vous voulez creuser, vous allez pouvoir creuser jusqu'au plus bas possible et essayer de tout comprendre. Mais sur la blockchain, j'ai remarqué que les gens veulent toujours tout comprendre et trouve ça complexe. Mais vous utilisez des mails tous les jours, vous utilisez Internet, des protocoles tous les jours et que vous comprenez pas et que moi non plus. Et c'est pas le sujet. Internet, c'est indispensable. Et il faut essayer de comprendre que la technologie, le plus important, c'est son usage
Et comment ça fonctionne, faut le laisser à des gens qui sont passionnés par ça, et vous allez peut-être l'être, et regardez-le. Mais tout le monde n'a pas besoin de comprendre comment tout fonctionne. Tout à fait. Et on te suit sur quoi, Marc ? Vous pouvez me suivre surtout sur LinkedIn. Ouais. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn. Après, je suis un peu obligé par mes équipes marketing à être sur Twitter, mais je suis un peu moins. Et surtout LinkedIn. Ok, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci à Et toi. puis, longue vie à Cryptown. J'espère, et à très vite. À très vite. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!